Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur l'Instagram de la Maison Rouvenat. Bonjour, on va pouvoir entamer Bonjour cette Nathalie. deuxième table ronde. Alors cet événement a lieu dans le cadre de la Earth Week qui se déroule du 17 au 23 avril. Alors pour introduire cet échange, Marie Berthelon, vous êtes cofondatrice et CEO de la Maison Rouvenat. Alors c'est quoi la Maison Rouvenat? Racontez-nous justement ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette belle aventure. Alors c'est une belle aventure en effet, et c'est une aventure collective, d'où le thème de cette session ce soir, pour laquelle on est très heureux, je dois dire, d'accueillir des invités de qualité et surtout des invités qui viennent de perspectives très différentes. Alors pourquoi l'aventure Rouvenat? J'ai envie de dire il y a deux raisons principales. La première, c'est peut-être, je dois le dire, une certaine frustration par rapport à l'immobilisme de certains grands groupes de joaillerie. Moi, je viens du monde de la joaillerie, j'ai travaillé dans de très grandes maisons, j'ai beaucoup appris, mais au moment de passer à l'action, au moment de s'engager, ce sont de très grosses structures qu'on a du mal à faire bouger. Et finalement, entreprendre, c'est aussi se donner la possibilité de faire bouger les lignes plus vite, plus rapidement et comme on le sent. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je dirais que c'est l'histoire d'une rencontre, une rencontre avec Léon Rouvenat, qui est un nom que tout le monde ne connaît peut-être pas. En 1852. Voilà, ce cher Léon très bien conservé, une Marie. star du Second Empire. Je n'ai pas eu la joie de le connaître personnellement, malheureusement. Mais en fait, on s'est plongé un petit peu dans sa vie, son œuvre, ce qu'il a fait. Et il y a, je dirais, des valeurs qui m'ont marqué chez lui parce qu'à cette époque, cet homme était un vrai visionnaire et un révolutionnaire. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est des valeurs qui me parlent. C'est des valeurs qu'on a envie de faire vivre autour de ce projet, Léon Rouvenat. Je vous donne juste deux petits exemples. Il a fait des choses relativement remarquables, malheureusement méconnues, mais qu'on va s'attacher à remettre en lumière. En 1851, c'est la première exposition universelle au monde qui se tient à Londres au Crystal Palace. Léon Rouvenat a cette vision de dire la joaillerie doit être représentée comme une industrie au Crystal Palace. Il y va et c'est le début de la démocratisation de la joaillerie qui jusque-là n'était l'apanage que des têtes couronnées dans le monde. Un truc complètement dingue, une approche vraiment différente. La deuxième, il revient en France en 1852 et là il ouvre la première manufacture de joaillerie au monde. Avant, la joaillerie, c'était des petits artisans qui travaillaient de manière isolée. Là, il remet tout le monde ensemble sous un même toit. Il réfléchit social, il réfléchit comment on travaille et il pense une autre approche de la joaillerie. Et moi, j'aime ce parallèle qui est d'aller dire, à son époque, Léon Rouvenat a emmené la joaillerie vers l'ère industrielle. Et nous, aujourd'hui, on a envie d'emmener la joaillerie vers la nouvelle ère qui, pour moi, est celle de l'éco-joaillerie. Alors, c'est quoi justement l'éco-joaillerie? Alors, l'éco-joaillerie, c'est une bonne question. Ça n'existe pas vraiment. Mais pour moi, l'éco-joaillerie, c'est l'avenir. Et c'est vraiment minuscule. On estime aujourd'hui que dans le marché de la joaillerie, c'est moins de 1% de la joaillerie, l'éco-joaillerie. Alors que dans la mode, on a tous d'autres chiffres en tête. C'est entre 15-20% des ventes. Donc, en fait, c'est un marché balbutiant. C'est un marché naissant. Il y a beaucoup de maisons qui s'y penchent, qui s'y intéressent. Alors, on commence à faire de l'or recyclé. Tout le monde va s'attacher au sourcing. Mais finalement, personne aujourd'hui ne réfléchit à comment faire pour éviter de faire du mining. Comment éviter de creuser le sol. Alors, certains y réfléchissent. Coralie reviendra dessus tout à l'heure, évidemment. Mais nous, en fait, on a décidé de prendre une approche très différente. Il faut savoir que plus de 70% des pierres précieuses ont déjà été extraites du sol. Ces pierres, elles dorment dans les coffres des particuliers, elles dorment dans les coffres des négociants, elles dorment dans les maisons de vente aux enchères. Personne ne va les chercher parce que c'est compliqué d'aller réévaluer, retailler, réexpertiser ces pierres. On ne sait pas trop quoi faire avec. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Le luxe aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normé, de standard, où on ne se trompe pas. Nous, on a dit, changeons de paradigme, réfléchissons autrement. Allons chercher ces vieilles pierres qui dorment dans les coffres. Mettons en avant leur singularité, leur âme. C'est peut-être ça le luxe aujourd'hui. Et essayons d'inventer un modèle de joaillerie circulaire. Alors là, on s'est, avec Coralie, arraché les cheveux à plusieurs reprises. On y a passé du temps. C'était plus d'1 an et demi de travail pour essayer de poser un modèle. Ce qui est beau, c'est que c'est une réflexion permanente. En fait, on ne s'arrête pas. C'est un chemin continu et on vous en dira plus tout à l'heure. Mais voilà, qui va de la conception au mining, à l'or recyclé, au packaging. C'est une entreprise à mission. La Maison Rouvenat est une entreprise à mission. Et voilà, alors ça c'est très juste, j'allais l'oublier. Comment l'oublier? En fait c'est hyper important pour nous et on a voulu inscrire dans nos statuts dès la naissance de cette maison, donc tout au départ, notre raison d'être. Pour pas l'oublier, pour jamais l'oublier, parce qu'en fait quand on se lance dans une entreprise circulaire, il y a quand même plein d'obstacles, il y a des moments où on se dit tiens mais là je pourrais peut-être faire une concession ou pas,
Et en fait, on ne veut pas. Et donc, nous sommes entreprises à mission. Notre raison d'être, c'est revaloriser les ressources humaines et naturelles tout au long de la chaîne de valeur. Ça ne ressemble pas à grand-chose comme ça, mais pour nous, c'est un cap qu'on tient tous les jours dans toutes les décisions qu'on fait. Et lorsqu'il est besoin d'arbitrer, on garde ça dans nos têtes, mais dans nos cœurs aussi. On peut travailler comme ça. Merci beaucoup Marie Berthelon. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la CEO de cette maison Rouvenat. Alors à vos côtés, Coralie de Fontenay qui va être avec nous pour cette deuxième table ronde. Avant d'évoquer le pouvoir collectif, juste peut-être un mot sur ce qui vous a plu dans cette aventure Rouvenat, parce qu'en tant que cofondatrice de Luxe Impact, vous avez été également séduit par cet homme visionnaire. Alors, quelques mots sur Rouvenat et on parlera de... Pas trop proche parce que c'est un micro. Voilà. Et on parlera de Luxe Impact après. Et après, on parlera de Luxe Impact, ouais. Effectivement. En tout cas, cette maison Rouvenat, en effet, on s'est très vite associé avec Marie. Et ça a été, je parle déjà du collectif, mais en fait, notre aventure est née d'un collectif de 4 mousquetaires que sont Frédéric Denarbre, Sandrine Delage, Marie Berthelon et moi-même, dans cette volonté vraiment de réinventer une industrie qu'on adore, qui est la joaillerie, et de vraiment mettre en place des pratiques innovantes pour plus d'impact social et environnemental. Et c'est vrai que Rouvenat est un nom extraordinaire du Second Empire, a été extrêmement innovant. Et c'est vrai qu'il nous a inspirés avec Marie pour vraiment réinventer l'industrie dans un business model complètement circulaire, ce qui est tout à fait incroyable. On va le développer tout à l'heure. Et à vos côtés, Christophe Debien, qui est avec nous ce matin, président de l'OCCE, cette organisation européenne consacrée à l'économie circulaire. Alors, vous êtes partenaire de cette journée, de ces échanges avec la Maison Rouvenat. Je vous pose la même question. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette Maison Rouvenat et pourquoi souhaitiez-vous justement participer à ces échanges sur le pouvoir créatif et le pouvoir collectif de l'économie circulaire et de l'écologie positive ? Alors effectivement, c'est très important d'être partenaire d'une entreprise comme la Maison Rouvenat dans le cadre de ces journées d'information, parce qu'en fait ce sont des journées d'information lors de la semaine de la Terre, nous sommes dedans, et c'est vrai que l'OCCE, qui est en fait une organisation européenne autour du climat et de l'économie circulaire, travaille dans ce sens et essaye d'avoir un large panel d'activités autour de l'économie circulaire. Alors moi, ce qui m'a plu dans la Maison Rouvenat, d'abord on s'est rencontrés un petit peu par hasard, je dirais, parce que je ne connaissais pas le milieu de la joaillerie et je l'ai découvert. Et je l'ai découvert avec beaucoup de bon sens. Je l'ai découvert surtout avec une curiosité intéressante et notamment autour de l'économie circulaire. Et c'est pour moi, en tout cas, vous me le confirmerez, j'imagine, la seule maison de joaillerie qui aujourd'hui travaille en ce sens, c'est-à-dire qui pratique l'économie circulaire. On en a parlé ce matin. C'est vrai que l'économie circulaire est quelque chose d'assez particulier. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est parce que le terme est un petit peu étonnant et même détonnant, parce qu'on avait fait d'ailleurs un sondage, et je reviendrai ensuite sur la Maison Rouvenat. On avait fait un petit sondage avec à l'époque Brune Poirson, qui était secrétaire d'État dédiée à l'économie circulaire avant de quitter donc le gouvernement, et on avait travaillé sur la définition de l'économie circulaire, en posant la question dans le grand public et en disant, enfin dans la rue, et en disant, pour vous, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire ? Et tenez-vous bien, la réponse, en majeure partie, à plus de 60%, c'était blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, tout simplement parce que économie, donc en relation avec l'argent, circulaire qui tourne, donc machine à laver, blanchiment, enfin voilà. Et on avait cette réponse-là, et on s'était gratté un peu la tête et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus en avant, pour présenter l'économie circulaire différemment ? Alors, le chemin s'est déroulé, le temps a passé, il y a des choses qui se sont faites. Je pense que les gens sont de plus en plus appropriés au terme d'économie circulaire. Mais malgré tout, je pense qu'il est important de travailler sur la formation. Et tout à l'heure, autour de la table, vous aurez des gens dont c'est le métier qui, justement, font de la formation autour de l'environnement, de l'économie circulaire et de différents sujets, dans le même esprit. C'est important de travailler sur l'éducation, et ça rejoint la formation.
transformation, mais c'est aussi important de travailler sur la communication d'une manière générale. Et la communication en matière d'économie circulaire, elle manque un petit peu aujourd'hui. On a des pubs qui passent en télévision de temps en temps sur différents sujets, mais ça n'est pas très parlant finalement, parce que d'abord on met la marque en avant, ce qui est logique, et on met plus le thème économie circulaire en second. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça mérite d'aller un petit peu plus loin dans ce sens. Et pour revenir à Rovna, la rencontre a été miraculeuse parce qu'en fait, on s'est très bien entendu. Moi, je suis ravi d'avoir rencontré un joaillier qui s'est lancé dans l'économie circulaire, qui aujourd'hui a des ambitions incroyables. Et je pense que c'est quelque chose qui va faire son chemin et qui va être un développement, qui va avoir un développement incroyable. Donc, encore une fois, ce matin, je disais l'économie circulaire, c'est à la fois un retour vers le passé, mais c'est aussi un bond vers l'avant, puisque le passé, avec la logique de nos grands-parents qui déjà utilisaient le bon sens paysan, le bon sens d'une manière générale, mais aussi le côté avenir, c'est-à-dire les green tech, les nouvelles technologies, donc, qui s'associent et qui vont œuvrer et surtout être des leviers essentiels en matière d'économie circulaire. Donc voilà. Alors peut-être pourriez-vous du coup nous donner la bonne définition de l'économie circulaire avant d'entamer cette deuxième table ronde. Est-ce qu'il y a réellement une bonne définition? C'est pas le blanchiment d'argent en tout cas. Non, c'est pas. Non, je dirais ce matin, j'en ai donné une, mais je vais en donner une deuxième, en fait, une beaucoup plus simple, c'est l'économie de la ressource. Voilà. Merci beaucoup Christophe Debien, président de l'OCCE. Merci également à Marie Berthelon. Et je vais garder Coralie de Fontenay uniquement pour cette deuxième table, qui va être rejointe par Nathalie Patra, CEO de l'ESG Act. Nathalie, rejoignez-nous. Fabrizio Delage Paganini, qui est le cofondateur de Terrafrica Tech, qui propose des projets à impact durable. François Mautier, que j'ai aperçu également, président fondateur de Terra. Et Olivier Fex, PDG de Zenon7, que j'ai vu également, cabinet en affaires européennes et en diplomatie économique, et vous intervenez partout en Europe, et vous êtes également secrétaire général de l'OCCE. Alors du coup, on va commencer avec vous, Olivier Fex. Je ne vais pas vous demander de nous définir l'économie circulaire, à moins que vous souhaitiez donner une troisième définition de cette économie ou compléter ce qu'a dit Christophe Debien. Pour travailler très régulièrement avec Christophe, puisque j'ai le plaisir d'assurer le secrétariat général derrière Christophe, qui en est le président de l'OCCE à Bruxelles, j'aurais pas de meilleure définition que celle qu'il a donnée, effectivement, sur l'économie de la ressource. Donc la ressource, surtout quand on parle de pénurie et on est dans un moment de l'histoire où globalement ce mot prend une ampleur de plus en plus importante, eh bien effectivement l'économie de la ressource et le réemploi des ressources disponibles sur les territoires est absolument essentiel. Et donc je vais vous donner une petite anecdote qui date de la mise en place du plan de relance qui s'appelle France 2030, où Christophe et moi avons été auditionnés par la task force de plusieurs ministères chargés de mettre en place ce plan de relance, et on a spécifiquement travaillé pendant la période justement propice pour ça du Covid sur des algorithmes permettant de traiter l'ensemble des données disponibles par rapport à l'ensemble des ressources qu'on appelle des déchets, mais quand on les requalifie, redeviennent des ressources. Et devant la task force gouvernementale, on a présenté le résultat des algorithmes où, d'une manière générale, les modèles d'économie circulaire sont bien plus efficients que les modèles linéaires que l'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, on a pris ce qui nous semble, en tout cas dans la compréhension commune, ce qui nous semble le mieux recyclé, c'est-à-dire le verre. Le matériau le plus recyclé, en tout cas on nous dit que c'est le plus, celui qui se recycle le mieux. Exactement. Et donc, comment dans un modèle circulaire, on réinvente ce que l'on fait au quotidien, c'est-à-dire que quand on a fini de boire une bonne bouteille de vin, eh bien on va l'emmener au conteneur à verre, et bien entendu le conteneur à verre va lui-même repartir vers un endroit pour que la bouteille soit refondue, et bien entendu à nouveau rempli par un vigneron sur le territoire, et racheté dans ce principe de cycle et non pas de circularité. Eh bien, si on prend le prix d'une bouteille en verre, c'est à 70 à 80 centimes d'euros par bouteille achetée par bien entendu le vigneron qui va y mettre le contenu, eh bien, ces 80 centimes peuvent rester en termes de valeur ajoutée sur le territoire. Et on peut partir de modèles extrêmement simples. Tout d'abord, le fait d'aller chercher ou d'aller récupérer les caisses de bouteilles chez l'habitant et bien entendu de reverser à l'habitant une consigne.
En deuxième partie, que la personne qui vient rechercher la bouteille prenne lui-même 12 centimes par bouteille. Donc sur une journée, ça peut effectivement très vite monter en rémunération. Que cette bouteille soit emmenée sur un site où elle va être nettoyée, lavée, retriée et préparée à être renvoyée. Donc le site peut prendre 40 centimes par bouteille et la bouteille arrive à 70 centimes chez le vigneron, exactement dans les mêmes conditions que si effectivement la bouteille avait été rachetée, sachant qu'on ne le sait pas tellement, mais une grande partie des bouteilles dites grand public, c'est-à-dire ce ne sont pas des verres spéciaux, ce sont des verres assez courants, eh bien, il faut savoir qu'une fois qu'on a mis dans le conteneur à verre la bouteille en question, eh bien, cette bouteille va partir sur un bateau, loin, très loin, donc avec un bilan carbone qui n'est pas forcément le meilleur. Et donc, bien entendu, une fois qu'elle va être refondue, là aussi, bilan carbone pas forcément le meilleur, elle va être revendue, là aussi, en revenant par bateau, vers le vigneron. Donc, si on estime... Je vais vous donner un chiffre, hein, donc c'est ce qu'on avait présenté. Si on voit qu'effectivement une bouteille, on peut garder 70 centimes par bouteille de valeur ajoutée sur le territoire, on imagine sur un territoire de 50 000 habitants, on va prendre cet exemple-là, on est environ à 1,5 million de bouteilles. Donc ça commence à rapporter un petit peu d'argent et on avait calculé donc 1,5 million par mois. Et donc ça peut permettre de garder sur le territoire près entre 20 et 30 millions d'euros uniquement grâce au système que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc avec une création d'emplois nets qui peut être relativement intéressante. Quelles sont les solutions que vous apportez avec justement ce constat et ces algorithmes ? Eh bien, repartons du territoire, repartons de la donnée qui est disponible, repartons de modèles qui ont été définis tout à l'heure par Christophe, c'est-à-dire très locaux, très intelligents, qui en même temps recréent du lien social, puisque c'est un peu aujourd'hui un enjeu. Et de ces éléments-là, recréons de la valeur en tant que telle. Bien entendu, là, je vous ai donné que le verre, parce qu'on a l'impression que c'est toujours ce qu'il y a de mieux recyclé, mais on peut le faire avec toutes les ressources sur un territoire. Tous les déchets de matières premières on peut réutiliser tout. Et je vais même aller plus loin. Donc imaginons que dans la même caisse où vous retrouvez les bouteilles non cassées, vous mettiez les verres que vous avez cassés, etc. Et que ces verres soient transmis à une petite échoppe ayant pignon sur rue dans un bourg ou dans un village, et qu'on utilise justement toutes les ressources des nouvelles industries, et notamment de l'impression 3D. Et vous poussez la porte et vous avez envie, pour mettre chez vous, justement, non pas d'un objet de luxe, même si le verre de tous les produits, qu'on va dire, de recyclage, n'est pas un bijou, mais le cristal, il s'en approche, mais ça reste quelque chose de relativement cristallin. Et vous souhaitez, effectivement, grâce à une impression 3D, avoir un lustre d'1 mètre, par exemple avec des têtes de dragon, si c'est votre choix, et vous le recolorez dans la couleur qui vous plaît. Et là, un designer se trouve juste derrière la porte et va produire le visuel en 3D de ce que vous souhaitez vraiment obtenir en termes d'objets uniques produits de manière industrielle. Donc, il va bien entendu utiliser une matière première qui est peu coûteuse, pour peu qu'on soit sur de l'énergie, là aussi, qui soit renouvelable, puisque l'énergie renouvelable, c'est ce qui a le meilleur rapport, puisqu'elle est produite localement, donc consommée localement, donc on en perd très peu dans le transport. Et à partir de là, vous avez un objet qui lui-même peut faire l'objet d'un ce qu'on appelle un certificat NFT, donc un dessin, un modèle unique créé par quelqu'un. Et vous allez une semaine après récupérer votre lustre pour l'installer chez vous, et si vous ne voulez plus, vous le remettez dans le circuit et ça refait une boucle d'un nouvel objet qui va plaire à quelqu'un à partir d'une ressource qui est abondamment disponible sur un territoire. Voilà, c'est juste pour donner quelques éléments. Alors je vais finir ma petite anecdote. Donc je finis cette démonstration. Donc là, je ne vais pas donner de chiffres, mais bien entendu, on a chiffré l'ensemble des étapes que je viens d'évoquer, même du point de vue des investissements industriels et bien entendu de toutes les parties qui sont nécessaires pour arriver à ce modèle-là. Donc Christophe et moi avons été surpris puisqu'on a eu un silence. Donc il y avait quand même une soixantaine de hauts fonctionnaires dans la réunion. On s'est dit, bon, là, on est parti pour se faire étrier. Et pas du tout. La seule question qu'on a eue, c'est comment on fait pour vous aider. Donc voilà, c'est juste que en renversant à la fois la question du chiffre, la question de la data, la question de l'emploi de la data, qui est une donnée extrêmement disponible dès qu'on parle d'environnement, et qu'on en fait quelque chose, on peut revenir sur des nouvelles logiques de territoire, dont parlait Christophe, et bien entendu, qui s'appliquent ces logiques vers toute forme de production industrielle, y compris comme le fait la Maison Rouvenat avec leur emploi des bijoux. Voilà. Revenons au local, sinon on va exploser au global. Je crois que la voie de l'avenir peut repasser par le local. Voilà.
pour le dire assez simplement. La table ronde de ce soir, c'est le pouvoir collectif au cœur de l'économie circulaire et de l'écologie positive. Donc, quand on vous écoute, le pouvoir collectif permettrait de faire revivre le territoire. C'est exactement ça. Ouais. Et de recréer du lien social qui aurait tendance à manquer un peu à l'ère de l'intermédiation par les outils digitaux qu'on utilise tous. Et le territoire, c'est une idée qui est portée par Rouvna, qui souhaite donc travailler avec des ressources déjà existantes, créer des circuits courts avec un écosystème autour de cette belle maison. Alors Coralie de Fontenay, vous avez 20 ans de métier dans la joaillerie, vous connaissez très bien cet écosystème. Vous êtes cofondatrice du groupe Luxe Impact, qui est un collectif, déjà, ce collectif qui a porté la maison Rouvna. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire déjà un mot sur Luxe Impact ? Avec grand plaisir. Donc oui, comme je vous le disais tout à l'heure, donc Luxe Impact est un groupe qu'on a fondé il y a quelques années maintenant, donc avec Sandrine Delage, Frédéric Denarpe, et on a associé Marie Berthelon très, très vite. S'est associé à cette belle aventure. Nous sommes en effet, on a travaillé pendant des années dans les grandes maisons de joaillerie, un secteur qu'on adore pour tout ce qu'il représente, du patrimoine français, qui scelle des moments assez inoubliables. Hein. C'est vrai que la joaillerie est toujours empreinte d'émotions et de souvenirs. Hein. Donc on aime ce métier, mais on avait vraiment envie d'une aventure entrepreneuriale et de se lancer pour faire avancer notre industrie et montrer qu'il y a des manières innovantes de créer encore plus d'impact social et environnemental. Donc on a créé Luxe Impact qui est en fait un start-up studio. Alors simplement, nos start-up, on dit qu'on adore dire qu'elles ont 200 ans d'histoire, ce qui est juste incroyable, puisque ce sont des maisons de joaillerie historiques assez extraordinaires qui ont marqué l'histoire de la joaillerie française, car elles ont été très innovantes à leur époque. Et en fait, on a relancé ces maisons en les faisant naître au XXIe siècle avec une démarche très innovante. Et on s'est poussé sur réinventer les business models et réinventer notre impact. La maison Rouvna étant vraiment l'exemple. Et en fait, ce collectif, c'est quoi? C'est nous, en tant que collectif, qui avons commencé. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure de notre aventure, parce que je pense que quand on partage des valeurs, qu'on a envie de faire avancer les choses, le collectif se crée autour de nous. Et donc, on a au fur et à mesure des partenaires qui ont tout de suite eu envie de rentrer dans l'aventure, comme des ateliers extraordinaires qui ont voulu réinventer avec nous la manière d'éco-concevoir, par exemple avec Rouvna les bijoux, ou des négociants de pierre qui se sont challengés aussi avec nous. Donc en fait, c'est un écosystème vertueux, un collectif qui travaille et qui cherche à avancer. Et en fait, il y a une émulation qui se crée qui est assez extraordinaire. Donc des fournisseurs, les entrepreneurs, les différentes maisons qu'on a accompagnées, Maison Vévert, Maison Rouvna, Maison Massin, chaque entrepreneur et les différentes maisons s'entraident. Et puis est arrivé le moment où des investisseurs sont arrivés. Et là aussi, on a créé des jolis collectifs autour de chacune des maisons, d'investisseurs vraiment assez incroyables, des femmes, une Pauline Duval chez Vévert par exemple, d'autres investisseurs chez Rouvna qui eux-mêmes veulent faire bouger les choses. Et on sent que ce collectif d'investisseurs autour des maisons a vraiment envie, parce qu'on est très early, donc ils sont tous impliqués, ils ont tous envie de faire bouger les choses avec nous. Finalement, c'est ce collectif qui a créé le circulaire. Oui. Et c'est là que c'est incroyable. Nous, la circularité chez Rouvna, qui est vraiment le grand exemple, il commence déjà par cette maison qu'on a fait renaître. Donc c'est la circularité absolue. Et c'est vrai que en fait, on se challenge tous chez Rouvna sur comment... alors nous, on expérimente la circularité. On la réinvente et on l'expérimente. Et c'est vrai que on avait quelques exemples ce matin. On va parler de ce lieu, qui est un lieu collectif. Et en fait, tout au long de notre démarche, que ça soit sur comment faire des bijoux circulaires, Marie en a parlé, quand on s'est dit comment faire même de la communication circulaire, comment réutiliser des images, mieux les utiliser, parce qu'on est quand même toujours dans l'utilisation massive des choses, dans ce lieu où on s'est dit mais comment créer un lieu qui va parler de circularité, donc avoir déjà, grâce à une architecte qui était là ce matin, Elisa Tellier Dupont, à sensibiliser à l'économie circulaire. Exactement. Et qui a répondu à votre brief. Oui, donc, et qui de manière incroyable, et en fait ça a généré, c'était le thème de ce matin, une créativité folle, en faisant venir d'anciens meubles, en faisant venir des acteurs de la circularité aujourd'hui. De la laine recyclée. Exactement, avec cette société Noma, qui aussi a travaillé longtemps dans l'industrie de la mode et qui a inventé
Vous pouvez la ces toucher, meubles. cette laine, hein, messieurs. Je vous en prie, elle est très douce. Et ici, on veut célébrer, en fait, on dit qu'on est vraiment une maison ouverte sur le monde et on veut générer, justement, ce soir, on est l'exemple, un collectif de personnes qui réfléchissent et qui font avancer les choses. On va présenter d'autres pratiques responsables et circulaires, D'univers d'autres très différents. maisons, exactement, voilà. Et on veut vraiment être ouvert, curieux des idées du monde et faire venir beaucoup de personnes et faire découvrir toutes ces personnes à notre écosystème qui va être vertueux. La circularité étant un thème incroyable qu'on peut vraiment décliner à l'infini. Que le 416 rue Saint-Honoré devienne un lieu d'échange, quoi. Exactement. Un On lieu de découvre partage. toujours plein de choses et où il y a une vraie émulation, voilà, en termes autour de ce sujet de la circularité. Alors, on a évoqué le collectif Lux Impact, mais il y a également tous ces incubateurs avec lesquels vous travaillez, qui sont importants, Oui. et notamment à Station F. Hein. Oui. Alors, en fait, on échangeait sur ce sujet. Et c'est vrai que le startup studio Lux Impact est né aussi. En fait, avant Lux Impact, j'ai travaillé quelque temps auprès d'incubateurs et notamment auprès de l'incubateur HSC, qui est mon école et qui est à Station F. Et Station F, qui a été créé il y a un peu plus de 7 ans maintenant, je pense, par Xavier Niel, est le plus grand lieu au monde de start-up. Le plus grand centre d'innovation au monde. Donc, on peut être très fier à Paris. C'est un lieu, c'est l'ancienne Halle Freycinet. C'est un lieu de 30 000 mètres carrés. Il y a 3 énormes halls. Il y a 3000 start-upers, 1000 start-up, 30 incubateurs. Le lieu est dingue. Vous arrivez là-dedans, mais ça foisonne d'idées. C'est complètement en open space. Donc, en fait, toutes les start-up et tous les incubateurs peuvent se parler. Et ils y ont créé un écosystème extraordinaire où, en fait, alors c'est un lieu d'événement, c'est un lieu très collectif, il y a plein de conférences, mais vous avez aussi les fonds d'investissement qui sont là, les investisseurs qui sont là, l'administration française qui est là et qui est là pour changer ses méthodes et accélérer et aider les startups. Voilà, bref, c'est tout un écosystème extraordinaire et les incubateurs sont là véritablement. Alors, il y a plein d'incubateurs différents. Il y a des incubateurs d'écoles, des incubateurs de grands groupes comme L'Oréal, LVMH. Et ils sont vraiment là pour accompagner l'innovation, accompagner les startups. Et en fait, chaque écosystème, plus l'écosystème de Station F, font que les jeunes startups, en fait, sont aidés, plus ou moins gratuitement quand même. Ça dépend un peu des programmes. Mais en fait, c'est une vraie aide à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et c'est assez phénoménal. Et les projets au niveau de l'économie circulaire, c'est des projets qui prennent de plus en plus de place à Station F? Oui, alors ça, je ne saurais pas vous dire. En fait, ce qui est sûr, c'est que ces entrepreneurs, ils veulent tous changer le monde. Ouais. Donc, ils sont tous sur ces problématiques d'impact. Il n'y en a pas un qui n'a pas envie de faire avancer les choses et la planète. J'ai vu passer pas mal de startups très intéressantes dans la seconde main, par exemple, qui est quand même vraiment au cœur de l'économie circulaire. Et c'est sûr qu'il y a pas mal de thématiques. J'ai rencontré quelques autres maisons B2C, Consumer Goods, qui en effet étaient sur ce sujet-là, qui sont vraiment, encore une fois, à l'infini. Alors, à vos côtés, Nathalie Patra, CEO de l'ESG Act. Alors justement, je vous la pose cette question sur ces métiers d'avenir, ces formations. Est-ce qu'il y a une tendance générale qui se dessine auprès de ces jeunes qui s'inscrivent? Parce que je précise que ce sont des métiers, alors vous formez à des métiers qui ont forcément un lien avec le développement durable ou encore la RSE. L'impact en général, en fait. L'impact en général. À ESG Act, en fait, l'idée, c'est de former, par exemple, ce qu'évoquait Olivier, relocaliser et territorialiser un certain nombre de solutions qui existent. On a besoin de professionnels pour le passage à l'échelle. Et donc, c'est mon objectif, en fait, c'est de mettre sur le marché de l'emploi tous ces professionnels qui vont pouvoir accompagner ces solutions. Parce que des solutions, on en a déjà beaucoup, mais ça manque parfois cruellement de compétences pour les mettre en œuvre et pour les déployer. Et puis ce fameux passage à l'échelle, parce que c'est vrai que souvent il y a des petites initiatives, c'est très bien, mais voilà, effectivement, une start-up qui va se dire on va faire de la consigne, c'est très bien, mais de là à générer une économie positive sur un territoire, ça demande des compétences. Voilà. Et donc c'est l'objectif de l'ESG Act. Donc effectivement, on va travailler. Sur quel type de compétences, par exemple, il manque aujourd'hui pour pouvoir accompagner ces projets? Alors, c'est une école de management, donc on va former des chefs de projet, des responsables marketing, des gens qui sont sur les achats, mais qui vont avoir vraiment la double compétence en native. En fait, on est développement durable natif. Donc on a ancré toute cette technicité qui arrive
parce qu'on a dans les entreprises énormément de gens très motivés pour faire bouger les choses, qui manquent de compétences. Donc il faut faire de la formation continue. Et puis les jeunes ont besoin d'accompagner aussi la transformation des entreprises parce qu'ils veulent s'engager. Mais ils ne sont pas toujours équipés pour le faire. Donc ils vont arriver en disant « Ah, c'est pas bien ce que vous faites dans l'entreprise. Vas-y, aide-nous. » Ah ouais, je ne sais pas par où commencer. Donc voilà, mon but c'est de mettre sur le marché de l'emploi qui est très dynamique sur le sujet, toutes ces ressources et toutes ces compétences. Il y a de plus en plus de candidats qui viennent justement se former. Énormément. De fond, quoi, énormément de candidats, des gens très qualifiés, des gens très intéressants. On a beaucoup de candidats qui viennent de l'étranger. Et des fois, c'est terrible en fait parce que on leur demande à tous, c'est quoi votre engagement, pourquoi le développement durable ? Et ils viennent de pays où c'est juste évident en fait. J'ai juste envie de rentrer chez moi et puis de réparer un petit peu ce que vous avez tout cassé, parce que c'est quand même un peu ça l'idée. Et c'est vrai que c'est qui vient me parler de son pays envahi des déchets, c'est qui vient me parler de son pays dont les coraux meurent. Enfin, et je me dis, et donc ils viennent en France étudier pour acquérir ces compétences, parce qu'on est parfois dans des pays où il n'y a pas toujours ces offres de formation. Alors, il y a aussi beaucoup de candidats locaux, mais voilà, on est frappé de plein fouet par ces jeunes qui le subissent déjà en fait, ce changement, et donc le monde qui change, ils le vivent déjà au quotidien et ils veulent un changement positif. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment de faire que ça marche en fait. Et au niveau des formations, c'est quel diplôme, Alors c'est des bachelors et des niveau masters, donc bac plus 3, bac plus 5, donc on est une école post-bac. Et donc voilà, on va former sur bac plus 3, bac plus 5. Merci beaucoup Nathalie Patrac. Alors, à côté de vous, Fabrizio de l'âge Paganini, un jeune qui souhaite lui aussi répondre aux enjeux de l'économie circulaire. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Terrafrica Tech et donc c'est important pour vous justement de répondre à tous ces enjeux. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors déjà, ça dépend où vous mettez le curseur de la moralité dans l'impact. Pour éviter trop de tomber dans le greenwashing, il est important aujourd'hui de pouvoir accompagner ceux qui financent des projets, que ce soit des fondations, des fonds impact, des family office ou toute autre grande ou plus petite entreprise, à sourcer des projets d'entreprise à mission. Vous avez évoqué le fait tout à l'heure de Rouvna. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important de pouvoir accompagner. En tout cas, nous, on essaie de mettre en tout cas toute la motivation autour de ça, d'accompagner au mieux ces acteurs à choisir des projets. Donc, on fait de l'évaluation. On ne fait pas des questionnaires ESG. Donc, on parlait, c'est pour parler d'illusion de la finance verte. On essaie d'éviter de passer trop de temps, disons, derrière un bureau, mais plus sur le terrain. Donc, voilà, l'idée, c'est d'aller sur le terrain, appréhender les territoires, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour essayer de comprendre, comment on parle d'agriculture durable, on parle de projets d'installation de nouvelles générations d'agriculteurs en agroécologie, comment on permet l'installation de ces jeunes sur des modèles, sur des scénarios modélisés qui vont permettre de gagner en rendement, s'adapter au changement climatique, donc adapter les pratiques et surtout pouvoir, on parlait de transition écologique vraiment et sociale, de pouvoir accompagner tout ce wagon en fait du monde d'avant au monde d'après avec cette envie de pouvoir accompagner les financiers à pouvoir appréhender cette transition. Ouais. Voilà. Former les citoyens. Ouais. Alors, il y a un projet que je trouve très Ouais. intéressant, c'est les pariculteurs. Ouais. Oui, je vous invite à regarder Pariculteurs. C'est des appels à projets qui permettent d'utiliser c'est très intéressant, des toits, en fait, des zones inoccupées, que ce soit au-dessus de supermarchés ou de mairies ou d'hôpitaux. Voilà. J'ai un ami, c'est pas pour faire de la pub, mais Sidney Delourme a pris 5000 m² dans le 18e arrondissement à Porte de la Chapelle, où il a une serre, il a un potager et où il organise des événements de sensibilisation, d'éducation. Et il a des chefs qui viennent, étoilés ou non étoilés, qui viennent pouvoir éduquer à l'alimentation durable, à la gastronomie durable. Et donc, c'est pour boucler la boucle, rapprocher, on va dire, le monde agricole des citoyens. Donc, je vous invite à regarder. N'hésitez pas à postuler s'il y en a qui ont la main verte. C'est très intéressant. J'ai regardé hier une émission. Il y a plus d'un Français sur 3 qui est un passionné de jardinage. Donc, voilà, il y a matière à faire de belles choses. Il y a Nathalie qui a levé la main. J'ai un toit. Ah ben voilà, c'est un très bon début. Bon, Coralie et Nathalie, vous avez déjà 2 candidates supplémentaires. Et il y a aussi toute cette formation qui se fait en entreprise, Ouais. de plus en plus, pour sensibiliser les salariés. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, alors, on parlait des fonds d'investissement impact ou des family office. Alors, Fabrizio, je vais vous embêter, mais Oui, comme ça, avec le sticker face à pardon, vous. excusez-moi.
Oui, il y a toute cette éducation qui se fait dans le monde de l'entreprise. J'étais récemment à la Défense au pôle Léonard de Vinci dans le cadre d'un hackathon alimentation durable avec des étudiants et j'ai challengé un peu la direction et le département des Hauts-de-Seine à savoir comment potentiellement toutes ces entreprises qui sont dans la défense, des grandes entreprises, au-delà de la végétalisation de la défense en 2024 qui va essayer de pouvoir diminuer un peu les émissions en fait, de ces players, donc en les compensant, potentiellement utiliser toutes ces zones inoccupées pour essayer de montrer que les grandes entreprises participent en fait à cette transition verte. Et donc c'est là où potentiellement il y a toute cette sensibilisation. Donc on essaie d'aller voir ces grandes entreprises. On fait des petits ateliers, notamment avec des fresques. Je ne sais pas si vous êtes sensible à la fresque de la biodiversité, du climat ou de l'économie circulaire. Alors tapez sur internet fresque de l'économie circulaire. C'est hyper intéressant. Madame Bertuzzo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et donc ça permet d'appréhender, donner un peu matière à ces grandes entreprises, d'œuvrer quoi, de se dire voilà, moi j'ai un espace inoccupé, je peux faire du vertical farming ou je peux aménager un espace pour faire un potager urbain. Et je pense que même dans les entreprises, on a aujourd'hui la capacité, avec de petits moyens, à faire de grandes choses. Ouais. Voilà. Alors, on a évoqué les incubateurs. Oui. Vous aussi, vous le constatez, hein, ces financements à projet impact qui intéressent de plus en plus. Hein, oui. Alors aujourd'hui, on parlait de la notation aujourd'hui toutes les grandes entreprises doivent publier leurs résultats extra-financiers et souvent font appel à des acteurs. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs dans la notation, sauf qu'il y a peu d'acteurs qui arrivent à sourcer des projets d'entreprises à mission. Donc nous, on a la capacité à avoir un peu cette capacité à aller voir. Alors il y a des partenaires comme Ferme d'Avenir, Terre de Liens, Printemps des Terres, FEV aussi, qui essayent d'essayer de détecter les opportunités aujourd'hui pour installer de nouvelles générations d'agriculteurs et de montrer aujourd'hui à ces donneurs d'ordre-là qu'il y a vraiment matière à faire de beaux projets. J'étais sur le salon de l'agriculture début mars, mi-mars, et on a évoqué aujourd'hui combien ça coûte de s'installer parce qu'on ne se rend pas compte. Un jeune qui a 25, 26, 27 ans, il y a un coût derrière, minimum entre 800 000 et 1 million d'euros pour s'installer. Donc c'est quand même des budgets importants. Et donc si on peut accompagner, je pense aussi à Florian Breton de Mimosa, qui est une plateforme de crowdfarming, de crowdfunding, qui permet de dresser des modèles sur les territoires où on se dit, tiens, est-ce qu'il y en a d'autres, il y a Cortilia, il y a d'autres acteurs qui font ce travail-là. De citer aujourd'hui, moi, est-ce que, je prends l'exemple parce que je suis franco-italien, si on prend l'exemple de la Sicile, je vais sur une plateforme de crowdfunding, j'achète 2 kilos de mangue, est-ce que je suis en train de financer un modèle durable en finançant ce modèle sur ce territoire donné ou est-ce que je suis en train de commettre quelque chose qui est totalement dénué de sens parce qu'il n'y a rien de plus critique que de faire de la mangue dans cette région dépourvue d'eau. Voilà, donc essayer d'avoir cette conscience collective et après en effet on reparlera peut-être dans un second temps tous les outils de mesure d'impact environnemental sur les produits, les éco-scores, les agrobalises. On va y revenir, hein, effectivement, voilà. Neutralité carbone, exactement, comment est-ce qu'on fait pour... Alors, à vos côtés, je vois François Mottier hein, qui réagit à tout ce que vous dites. Vous êtes... ça vous parle? Sicilien, mais adopté, donc je suis né en France. Mais vous n'êtes pas mauricien? Non, sicilien. Sicilien? Ah, pardon. Sicilien. Alors, François Mottier... Oui, oulala, je prends des risques. Vous êtes fondateur de Terra. Alors, François Mottier, alors lui, c'est un passionné aussi, hein, je vais vous le dire. Le pouvoir collectif, ça vous parle. Alors, François Mottier, président fondateur de Terra, assez récent, hein, 6-8 mois, c'est ça à peu près, c'est assez récent. Alors, vous êtes intéressé par ces thématiques depuis l'âge de 9-10 ans. Il était déjà engagé dans les associations environnementales à cet âge-là. Très engagé auprès des agriculteurs dans la Sarthe et la Mayenne. Donc vraiment, vous avez ça, c'est chevillé au corps. Et surtout, l'intelligence collective, c'est important pour vous. Voilà. Oui, l'idée, c'était... je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis aussi. Même si... Voilà, on se retrouve tous, je pense, autour de cette énergie collective, mais ce lien avec aussi l'agriculture, parce que moi je suis petit-fils de paysan, et j'ai été adopté, donc il y avait ce truc déjà quand on a été adopté avec mon frère, quand on a grandi, de tout de suite être lié à la terre, quoi. Mon grand-père disait les pieds dans la bouse, mais c'est pas très joli. Mais j'ai fait mes études à New York après, donc pour dire que ça mène à tout, dans la finance et le droit. Donc il y a vraiment cette idée de Terra, quand on a eu l'idée de ce projet, c'était... on se retrouvait. Alors, François, je vous embête, mais là, tout d'un coup, le micro... C'est là, pardon. Et là, on vous entend plus. C'est ici, c'est bon. Voilà, 15 cm, c'est très bien. L'idée, c'était qu'on ne se retrouvait pas, en fait, dans un ensemble d'ONG qui font de la politique, qui font oui, c'est terrible à dire, mais il y a même des ONG environnementales qui font du greenwashing. C'est un peu terrible, mais ça existe. Et surtout, on est des trentenaires, les patrons ne sont pas très jeunes, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des jeunes engagés, mais des jeunes de 30 ans qui créent des ONG à vision mondiale, moi, j'en ai pas vu. Enfin, j'en ai vu en Norvège quand j'ai rencontré Greta Thunberg, ou en Suède, ou à la COP de Glasgow, mais il n'y en a pas des masses.
Et on s'est dit, finalement, au lieu de laisser porter notre voix ou nos voix autour de l'éducation, de la sensibilisation et de l'action, parce que c'est vraiment les trois, aux États-Unis on dit take action, c'est vraiment agir. On s'est dit on va le faire nous, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de réunir, et ensuite est venue en effet la rencontre avec Christophe Debien qui était là tout à l'heure, mais de réunir des scientifiques. C'est vrai qu'on n'a pas fait petit parce qu'on est aussi entrepreneur à côté, donc on finance ça avec nos petites boîtes à côté. Parce que nous, on n'a pas trop vu le côté parisien dont tu parlais tout à l'heure, le côté parisien, start-up et tout. Alors moi, je venais du monde américain où c'est complètement différent. Et c'est vrai que nous, Station F, on n'a pas été, on n'était pas visiblement élus pour aller là-bas. Et donc on s'est débrouillé. Moi, j'ai rencontré Ilan qui est là-bas aussi, avec qui on a monté des très belles boîtes et qui m'aide beaucoup pour Terra, et qui lui avait fait 20 ans chez OnePoint et chez Dell. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment cette envie, et c'est comme ça qu'est né, après la COP26 de Glasgow, où on a pu avoir la chance de rencontrer 10 minutes Barack Obama, invité par un pays qui n'était pas la France, je le précise, alors qu'on est français, ce qui est quand même un peu dingue. Et là, on s'est dit, quand tu lui as montré le teaser, on a vu sa tête, on a parlé avec lui, il y avait Horacio Cortez aussi, je crois, la députée qui était là, qui est venue sur le stand avec nous, et là, on s'est dit quand même, c'est les Américains, on est français, ils trouvent le truc dingue, on va aller plus loin avec ce projet, créer une ONG, créer une association, le 1901, avec pour vision, éducation, etc., autour des problématiques climatiques, environnementales, mais positives. C'est-à-dire pas par la destruction de l'envie de faire des choses. Une solution, mais pas un problème. On en parlait ce matin, d'ailleurs. On en parlait, c'est le côté solution. Ouais. Et on s'est dit, la plateforme va être un outil. Alors ça, c'est une vision très princetonienne, ou très, moi j'ai fait NYU, mais très harvardienne ou américaine, qui est le côté 360. On s'est dit, de toute façon, fondation, mécénat, sauf si t'es le fils d'eux, au bout de 6 mois, personne te finance. Même si les gars te trouvent génial, tu vas voir, moi je suis allé voir Jean-Sébastien Decaux, je suis allé voir plein de gens comme ça, ils nous trouvent tous extraordinaires, mais oui, il faut attendre 2 ans. Bon, ok. Donc on s'est dit, on va créer des formations. Comme on est tous, on bosse tous 120 heures par semaine, donc on est tous des grosses brutes de boulot, et des passionnés surtout, on s'est dit, on va créer nos formations 360, parce qu'en RSE, moi j'avais fait une étude sur 6 mois, je trouvais que les formations étaient un peu légères, hein, pour parler poliment, et on s'est dit, on a bossé 2 mois et demi, jour et nuit. Moi, Ilan, il sait ce que c'est. Il y a Nathalie qui réagit aussi, hein, qui opine du chef sur les formations. Et ouais, on avait un vrai boulot de fond. Hein. C'est toujours critiquer, être exigeant, mais travailler pour. C'est ce que le sport de haut niveau m'a appris aussi. Voilà. Et en fait, on a bossé 2 mois et demi. Là, on est en train de les mettre en place. On a grâce aussi au réseau d'Ilan, mais grâce à notre volonté cheville au corps, on est en train d'entrer dans des très très grands groupes, LVMH, etc. On a eu Hélène Valade, que certains doivent connaître ici, qui est tombée par terre quand elle a parlé avec nous pendant 1 heure. Elle a dit, mais vous sortez d'où ? Et voilà, donc le truc, c'est que, parce qu'on dit aussi les choses, on est dans un milieu un peu aseptisé, il ne faut pas trop parler, etc. Et c'est là aussi où la rencontre avec Christophe Debien était géniale, c'est que lui, il a accepté comme on était. Et venez comme vous êtes, voilà. C'est pas un ancien de McDo, mais en tout cas, non, ce n'est pas un ancien de McDo. Et très loin de là. Et voilà, et puis il y a eu ces rencontres-là ont fait que la plateforme, la bêta sort en 2 mois, pour parler de concret. Donc ça va être une sorte de Netflix et de Wikipédia un peu autour de l'environnement, etc., avec un abonnement. Donc les Américains sont un peu jaloux là, mais bon, voilà. Et même si j'ai une part américaine en moi maintenant, et donc il y a l'association où là on prépare avec un des bras droits d'Edgar Morin, avec Alfredo Penavega qui est au Chili en ce moment, on prépare la COP. Alors je sais jamais laquelle c'est, parce qu'à chaque fois on parle de tellement de choses. Je crois que c'est la COP 30 qui aura lieu à Belém au Brésil. Et donc là on discute beaucoup pour mettre en place des actions avec des enfants autour de la sensibilisation, emmener des boîtes françaises. Alors le président français, je suis pas sûr, parce que j'ai l'impression qu'on est plus aimé par les présidents étrangers, mais ça me va aussi. Et où on va. Parce que vous dites qu'on a une opportunité incroyable de changer de paradigme. Donc il faut y aller. Là en fait, je sais plus, je crois que c'est John Dewey ou peut-être Darwin qui disait faire des moments, mais il y en a un qui va m'aider, je pense, pour retrouver ça, faire des moments difficiles, des opportunités justement pour créer du positif. Et c'est là, on est en plein dedans. Et finalement, nous, on adore notre pays, surtout moi avec mon histoire qui est quand même un peu complexe, et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement cette intelligence collective qui existe, comme tu disais, même à Station F, tout ça, bon, nous je pense qu'on prend peut-être un peu de place aussi, c'est peut-être le problème, c'est qu'en France les grosses personnalités, quand on les met dans des collectifs, aux États-Unis ils adorent ça, ici ils aiment pas.
Ici, non, mais c'est honnête, c'est la jalousie. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur Ilan, qui est quelqu'un d'incroyable, qui me supporte. Mais honnêtement... Ilan qu'on ne connaît pas, mais Ouais, Ilan, en tout qui est cas, là, qui est qui a dans ma beaucoup de salle. qualité, du coup, Voilà. et qui filme. qui garde des preuves qui garde des preuves. Mais non, mais voilà, c'était vraiment ça. Et nous, comme on voulait vraiment agir et servir à quelque chose, et pas aller parler à la télé. Alors, même si on- juste, Ilan, c'est qui exactement? Non, Parce que Ilan, ça en fait, intrigue peut-être c'est avec Ilan qu'on a ceux créé- qui nous suivent sur Instagram, là. Ilan, Non, mais non, il est alors où? moi je suis pas réseaux sociaux, mais Ilan oui. Mais on a créé 2 boîtes ensemble de sociétés. Et lui, il a fait 20 ans chez OnePoint où il a démarré la boîte, pour ceux qui connaissent, qui est aujourd'hui une boîte de 4000 personnes. Et ils ont démarré, ils étaient une dizaine. Et ils nous aident énormément à développer aussi ça. Et on est en même temps associés. Voilà. Parce que c'est toujours un travail d'équipe, Oui, le collectif. le Voilà, pouvoir qu'on retrouve dans le collectif. sport, moi qui suis italien aussi, fan de foot, mais voilà, il y a vraiment ce côté-là. Donc, et puis après, il y a depuis quelques mois, il y a différentes personnes qui nous ont rejoints. J'ai eu la semaine dernière Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque, au téléphone, qui a trouvé le projet top, donc qui est en train. Et puis on essaie surtout de les réunir. Il y a Pascal Légitimus, évidemment, des Il y a inconnus. François-Xavier de Maison aussi. C'est que vous essayez Alors, vraiment qu'on de a réunir rencontré- des personnes d'univers très très différents. Voilà, à il y a chaque fois, ça va de Jean et qui Jouzel. partagent les mêmes On a valeurs. l'Académie des sciences comme partenaire. Ouais. On a été reçu par Xavier Darcos il y a un an. Moi, je suis passé sous la coupole. Il m'a fait une visite privée. Je ne suis pas Albert de Monaco. Hein, donc, il m'a fait une visite privée sous la coupole. Et j'ai pensé à mon grand-père qui n'avait pas le bac, qui savait à peine lire et écrire. Je me dis, bon, voilà, il y a un petit parcours qui est en train d'être fait et il faut en faire quelque chose. Donc, c'est un peu l'idée. Et on essaye d'aller, là, il y a Jean Jouzel, il y a Hervé Letreud. C'est pas seulement avoir des noms, c'est travailler. Et d'ailleurs, Christophe le sait parce qu'on discute souvent ensemble. Voilà, Christophe Debien. Je les secoue beaucoup, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, on peut pas dire qu'on est copains ou devenus amis parce que je suis gentil ou parce que je les brosse dans le sens du poil. Je les secoue et en plus, c'est des gens qu'on admire. Christophe avec Ushuaïa, avec tout ce qu'il a fait. Et puis Pascal parce qu'on le sait peu, mais Pascal a fait déjà 2 COP. Je crois d'ailleurs que c'est Didier Bourdon, avec Didier Bourdon qu'ils en avaient parlé à l'époque. Pascal Légitimus. Ouais, on n'imagine pas. Complète. non, parce qu'on n'imagine pas que ces gens-là soient. Et en fait, quand on va creuser à l'intérieur des stars françaises, parce que pour le coup, là, on essaye d'avoir un projet 100% français. On a développé avec nos ingénieurs français. On a financé nous-mêmes, je le précise. Personne ne nous a aidés là-dessus. On n'a pas de financement public, on n'a rien du tout. La BPI, j'en parle même pas parce que je vais peut-être pas être très gentil si j'en parle. Mais voilà, non, mais en tout cas, il y a vraiment il y avait cette envie de servir à quelque chose et aussi de travailler avec des gens de l'économie circulaire. On a des associations, on a des groupements d'agriculteurs qui nous ont rejoints. C'est-à-dire que ça va vraiment de ce qu'on vit nous au quotidien, de ce que les gens vivent au quotidien, jusqu'aux instances internationales, parce qu'on était au Conseil de l'Europe il y a 15 jours, parce qu'on est le Conseil de l'Europe est en train de nous demander, par le biais justement de ces formations, de faire un audit sur s'ils vont à la RSE, comment ils y vont. Et j'ai trouvé leur démarche super intéressante, parce qu'ils ont vu KPMG, Ernst & Young, je racontais ça ce matin. Et moi, je suis venu sans notes, sans rien. Enfin, je connais mes sujets. Et c'est au moins l'avantage d'avoir fait un peu d'études longues. C'est qu'on apprend à travailler une mémoire de manière un peu mécanique et automatique. Et on a fait 1 heure de presse et il m'a dit, vous devriez aller conseiller Ernst & Young et KPMG. J'ai trouvé ça sympa parce que c'est les senior advisors qui étaient venus. Et il m'a dit, on travaillera jamais avec des gens qui vendent la RSE sur des bouts de papier et qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc c'est plutôt une fierté parce que le Conseil de l'Europe, c'est comme une immense institution. Et puis d'arriver à mettre des petits pieds là-dedans pour défendre des causes et pas pour... D'ailleurs, j'ai pas fait de photos. Hein. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, je fais pas des trucs comme ça. Et comme quand on a été à l'ONU, on n'a pas fait de photos. On travaille. C'est ça notre but, c'est d'arriver à servir à quelque chose. Vous travaillez, vous dites qu'il faut s'engager dans un projet sans attendre d'avoir fait fortune. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... les solutions viennent d'en bas, il faut essayer d'embarquer le maximum de personnes. Et puis quand ceux qui font fortune donnent, ouais. et je dirais ça, voilà. et on négocie avec Bernard Arnault et Hélène Valade, donc voilà. C'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit, Hélène. Elle m'a dit, parce que je lui ai expliqué que je me collais pas les mains sur le bitume, parce que c'est pas parce qu'on est passionné et qu'on est dans des trucs, on va tout cramer. Et elle me disait, vous êtes hyper positif dans votre manière de... J'ai dit, mais ouais, nous les grands patrons français, on a envie de les amener. Il n'y a plus Robert Hersan, il n'y a plus... Alors moi, je suis d'une génération qui n'a pas connu ces mecs-là, mais j'aurais adoré connaître Jean-Luc Lagardère, j'aurais adoré connaître Robert Hersan. Ils sont plus là, mais si on peut amener, et je pense que des gens comme ça vont y aller. Je pense qu'ils ont l'intelligence, Alain Dominique Perrin, enfin il y en a plein. C'est des mecs brillants et je pense qu'ils se voient. J'espère qu'on aura le même parcours qu'eux, mais voilà, si on fait 1 milliardième de ce qu'ils ont fait, ce sera déjà bien. Mais je pense qu'ils se retrouvent, quand ils nous voient, ils se retrouvent eux à 30 ans et ils se disent, bon, ils sont aussi barrés que nous, ils sont peut-être pas trop cons.
peut-être quelque chose à construire. Alors je vois qu'Coralie, opinée du chef, vous souhaitez réagir peut-être? Non, mais je te suis sur le côté très circulaire et vertueux de ces entrepreneurs brillants, comme en effet Alain-Dominique Perrin qu'on connaît bien et d'autres, et je te rejoins dans ta passion et ton énergie. Je pense que quand on fait ce qu'on fait, c'est qu'on a envie de changer le monde, qu'on y va passionnément. Et en fait, on emmène. Je crois qu'en fait, les choses se font et sont très organiques parce qu'il y a cette passion, parce que c'est dit avec le cœur, parce qu'il y a des vraies valeurs qui sont partagées. Et voilà, et toi, tu emmènes dans ton discours et tu emmènes donc des grands entrepreneurs. Et c'est vrai que nous, on a travaillé longtemps avec Alain-Dominique et c'est vrai qu'il y a une vraie vision, il y a ces personnes extrêmement intelligentes qui se sont fait eux-mêmes, en fait, hein, avec beaucoup d'intuition et de manière extrêmement collective. C'est vrai qu'Alain-Dominique travaille par le collectif. C'est même très tribal. Et c'est top, et bravo. Non, mais c'est pour ça que quand on s'est rencontrés ce matin, moi je suis très admiratif. J'avais été sur le site internet, etc. de la maison, parce que j'aime bien être curieux là où je vais. Et franchement, ce qui est fait ici, ce qui est déclamé, je trouve discrètement en plus, pas du tout de manière ostentatoire, sur le site quand on lit le storytelling et l'histoire et ce qui est fait. Notamment le côté blockchain, moi bien plu parce qu'il y avait le côté de tracer, parce que les gens ne comprennent rien. Ça sert à tracer, traçabilité. Blockchain égale traçabilité. Ce serait pas mal qu'il y ait des gens qui aillent en parler à la télé parce qu'ils font 2h30 sur la blockchain, personne n'y comprend rien. Et je citerai pas de nom. Mais voilà, j'ai trouvé ça génial, ce côté. Et notamment dans la haute joaillerie, ce qui est peu commun. Oui. Alors, juste à vos côtés, Fabrizio Delage Paganini, je rappelle, donc vous êtes cofondateur de Terra Africa Tech. On va découvrir avec vous un autre exemple du pouvoir collectif pour changer les choses dans le secteur de l'économie circulaire. Parce que vous, ce qui est intéressant, c'est que justement, pour financer cette transition écologique et sociale, vous liez le monde des pollueurs au monde agricole et des énergies renouvelables qui, eux, compensent. Expliquez-nous tout ça. Ouais, c'est très bien exposé. Pour résumer grossièrement. Non, moi, c'est clair. Mais en gros, maintenant, l'idée, c'est quoi? Il y a la fameuse analyse du cycle de vie. On parlait de traçabilité. C'est pouvoir mesurer l'impact environnemental d'un produit agricole sur toute la chaîne de valeur. Donc, en commençant par l'amont agricole, donc il y a des outils aujourd'hui, alors soit d'IA pour lutter contre le changement climatique, qui viennent scénariser en fait la qualité des sols, la fertilité des sols, la densité apparente, de façon à pouvoir dire aujourd'hui sur ce type de sol, en termes d'impact carbone hydrique, on peut faire telle typologie de culture. Donc à partir de là, scénariser tout simplement la production en fait française à l'échelle demain d'une relocalisation. Donc savoir est-ce qu'on fait de la sélection variétale sur plutôt du blé, du maïs, du soja au gré des avancées de la science d'une part et aussi au gré des avancées des nouvelles générations d'agriculteurs qui vont devoir. Ils ont un challenge. C'est aujourd'hui, on doit produire pour plus de personnes avec des moyens qui sont, en tout cas, si on réduit un peu l'usage de certains produits, moindres. Donc, il y a tout ce challenge pour les nouvelles générations. Donc, il y a ces outils d'IA. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais n'hésitez pas à aller regarder Genesis, qui est un outil de mesure d'impact. C'est une Soil Health Index Score. Donc, c'est un outil d'analyse de la santé des sols. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la transformation, les emballages, les éco-design de produits. Regardez la marque en moins, ça peut être intéressant sur certains packaging intéressants. La vente, on retrouve toutes les plateformes. On parlait de Mimosa, Cortilia, une plateforme italienne. Et je sollicite les personnes qui créent ces plateformes-là aussi à mesurer l'impact environnemental des produits. On prenait l'exemple des mangues en Sicile, ou si on prend l'aloe vera à la place de l'olivier dans certaines régions comme la Pouille, parce que y a des parasites qui sont plus résistants à certains produits et donc ça fait que c'est plus pertinent économiquement parlant et environnementalement parlant de faire de l'aloe vera plutôt que de l'olivier. Donc financer cette transition, donc de noter la performance des produits. Et donc là, on arrive à tous ces outils, les éco-scores que vous connaissez peut-être, Agrobalise de l'ADEME, le fameux Nutri-Score aussi, mais c'est plus pour la partie nutritionnelle qui a été assez critiqué sur l'algorithme derrière, qui on parlait data derrière, toute la qualité des données qui sont transmises. Ça a rendu furieux certains donneurs d'ordre dans les fromages français ou italiens, parce qu'il n'y a pas que de la matière grasse dans mon fromage, il y a de la protéine, donc c'est un peu un sujet fâcheux. Donc essayer de cleaner un peu la qualité des données derrière et essayer d'avoir tout simplement une capacité à offrir une traçabilité d'un bout à l'autre de la chaîne jusqu'à la fin du cycle de vie. Alors vous connaissez tout ce qui est, j'imagine Yuka, qui sont des applications qui permettent
permet de screener en fait les produits et donc d'ajouter en fait cet impact environnemental sur ces applications-là. Donc ça, on va dire, c'est pour la partie traçabilité. Et puis on va dire le prisme autour de l'économie circulaire, c'est se dire aujourd'hui, c'est valable dans un sens, mais c'est valable aussi dans l'autre. Bien sûr. Les chefs, je connais quelques chefs autour du guide Michelin, l'Étoile Verte ou Gotemilio, enfin même en Italie, le mouvement Slow Food, c'est de pouvoir dire aujourd'hui un chef potentiellement comment il travaille aux côtés de l'agriculteur, donc comment il rapproche avec son maraîcher bio, comment il a son potager potentiellement. J'interviewais dans le cadre de cet événement il y a une semaine le chef étoilé Marcel Ravin au Monte Carlo Bay à Monaco et lui disait voilà, moi avec l'aide de je ne suis pas là pour faire de la pub, Jessica Sbaralia, qui a créé Terre de Monaco. L'idée, c'est de pouvoir avoir cette capacité à montrer que les chefs s'engagent aux côtés des agriculteurs. Une carte responsable, il y en a de plus en plus qui la proposent. Et des menus demain, vous allez dans un restaurant, les Italiens ont déjà débuté un peu ça, parce qu'ils sont très kilomètre zéro, sur le côté, ok, j'ai mon menu sous les yeux, quelle est l'empreinte? L'idée, c'est pas d'avoir une revue scientifique quand vous ouvrez votre menu du restaurant, mais en tout cas d'avoir une notation de l'impact hydrique carbone de certains produits, comment on va dans le bon sens et comment on finance cette transition. Voilà. Oui, et puis il y a de plus en plus aussi de chefs qui proposent des cartes en fonction des produits obtenus chez le producteur, de saison, et en fonction de la carte. Alors il y a même des cartes surprises. On arrive et puis en fonction de ce qui a été, en fonction des arrivages, on propose. Alors c'est marrant parce que le Nutri-Score, j'entendais récemment la demande de certains entrepreneurs dans le secteur du textile qui aimeraient bien avoir l'équivalent du Nutri-Score pour les vêtements. Tout à fait. Voilà, le bilan carbone. Et il y a aussi ce crédit carbone qui est important, que vous n'avez pas évoqué. Oui, alors c'est vrai qu'on parlait du mot blockchain, le mot carbone, c'est un peu aujourd'hui les buzzwords, on ne peut pas s'empêcher. J'ai fait exprès de ne pas le donner en fait, parce que sinon on m'aurait dit il vient parler carbone. Non, mais c'est intéressant parce que c'est encore le pouvoir c'est encore ce côté collectif qui permet justement de rééquilibrer et atteindre une neutralité carbone. Tout à fait. On a tendance à généraliser. C'est comme si aujourd'hui l'agriculture française pouvait compenser les émissions de certains players, de gros players industriels, ce qui est totalement faux. Il y a l'équivalent d'1% des terres en France qui peuvent compenser les émissions carbone, parce que ça dépend de la qualité des sols et la capacité à séquestrer la matière organique. Donc il y a un vrai sujet comme sur la blockchain, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de crédit carbone, de calculette carbone, le label bas carbone, c'est comme la loi anti-gaspi, il faut savoir vraiment, il faut laisser la parole à ceux qui savent vraiment. Et souvent c'est qu'avec cette communication à outrance, on parle d'infobésité, tout le monde pense connaître les sujets, mais non, il y a très peu de personnes qui savent véritablement parler de certains sujets techniques. Donc il faut laisser la main à ceux qui ont des heures d'expertise derrière. Donc on voit plein de calculateurs en tout genre et ça prête à confusion. Et nous, on essaie avec beaucoup d'humilité de pouvoir dire non, aujourd'hui, il y a 2-3 indicateurs qui peuvent être utilisés à bon escient. Et c'est là où je pense qu'il faut lier l'empreinte carbone, mais aussi à l'empreinte hydrique. Je voyais encore avec certains investisseurs qui voulaient acheter des terrains dans le delta du Po, en Italie, entre l'Emilia-Romagna, la Lombardie, tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une vraie... On le comprend. Les gens n'arrivent pas à comprendre que les ressources hydriques s'appauvrissent. Il y a un accapare, merci beaucoup. Un accaparement, merci beaucoup. Merci, accaparement. Qui, en fait, ce qui fait que plus tu es au début, en fait, sur la partie début du fleuve, finalement, tu vas capter l'eau au détriment de ceux qui sont en dessous. Et donc, il faut comprendre aujourd'hui comment on répartit de façon équitable, en fait, l'eau et la ressource. Et donc, la financiarisation de l'eau dans le monde agricole commence à devenir une réalité. Juste pour donner un exemple, au Maroc, j'étais allé voir dans le Souss-Massa, à côté d'Agadir, des productions d'agrumes, il y a peut-être 8-10 ans, et je m'étais inquiété parce que très naïvement, en tout cas dans l'approche, c'était de dire mais pourquoi vous ne récoltez pas vos agrumes, pourquoi vous les laissez pourrir? Et la réponse était non, les prix aujourd'hui de logistique sont plus élevés que le prix de vente. Donc vous êtes en train d'utiliser de l'eau et vous ne récoltez pas, donc il y a un gaspillage énorme. Donc toute cette notation en fait sur l'impact des produits agricoles permettent de financer des modèles qui demain auront une empreinte carbone le plus petit possible, l'empreinte hydrique le plus petit possible, et finalement arriver à garantir en fait aux citoyens, aux consommateurs des produits qui finalement s'adaptent le mieux au territoire. François, moi aussi je te conseille de prendre le micro, on t'entendra mieux. Je suis super d'accord, c'est là où c'est toute une chaîne. Alors nous là-dedans on est par rapport à ce que tu disais, qui est l'associé de Christophe aussi, ce que tu disais, nous on est vraiment des bébés de rien du tout, parce que même si on le fait depuis l'âge de 9 ans, on n'a pas l'expertise, on apprend en marchant, mais c'est cette force collective qui fait que, et moi c'est ça qui m'a un peu marqué, je sais pas si tu as ressenti ça en tant que, moi je vais beaucoup aussi en Italie et dans les pays, et dans différents pays en Asie aussi beaucoup, et quand je voyage j'essaye d'apprendre des choses toujours sur tout ça. Moi je suis apnéiste, je fais de l'apnée depuis 20 ans, donc je vais les coraux,
On en parlait, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure. Là, moi, ça me fend le cœur quoi, quand je vais plonger. On a été plongé avec des cétacés, avec des baleines du côté au large de Zanzibar. C'est terrible. C'est à pleurer, quoi. C'est vraiment terrible. Donc ça, on le voit vraiment. C'est comment on arrive aussi à faire que nos pays, et moi j'ai passé la COP26 à Glasgow avec les Africains, c'est sûrement mon côté sicilien, comment on arrive à faire aussi que les pays, nous, qui avons une énorme responsabilité dans ce qui se passe, on arrive justement à éduquer, parce que, ce qui est ton métier depuis bien plus longtemps que moi, à former, à mettre en avant les entreprises qui font des choses positives, Rovna, Impact. Et c'est là où je dis, c'est vraiment cette chaîne-là, en fait, avec des spécialistes comme toi et Christophe aussi. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas, en discutant avec des gouvernements, des gens aussi, des fois on leur dit, mais il existe des choses, pourquoi vous le faites pas? Parce qu'on a un président, c'est pas le problème, qui est jeune, des fois, on entend les discours. Moi, j'ai été 3-4 fois au ministère, on en rigolait avec Christophe aussi, au de bien. On était au ministère de l'écologie, où nous, on a été en plus reçus par des amis de Christophe Béchu. Donc, c'était très drôle. Le rendez-vous était lunaire. Alors, nous, on se marre parce que, voilà, nous, on est des bons vivants, on est des sportifs, on est des gars qui bouffent la vie. Donc, on essaye d'être utile. Donc, on se dit, on sort, on se marre, quoi. Mais on a envie de pleurer. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, vous êtes sûr que vous travaillez au ministère de l'écologie, de la MTE? Voilà. Donc, il y a vraiment, en fait, c'est ces gens-là qui vont régler les problèmes. Moi je dis d'en bas, mais moi je me sens d'en bas, hein, donc je me mets dedans. C'est les gens sur le terrain, c'est ceux qui forment, c'est les profs. Moi j'ai eu la chance de discuter, on a une chance énorme, on a l'un des bras droits d'Edgar Morin, je pense que tout le monde connaît Edgar Morin ici, tu parlais d'infobésité, Edgar Morin a parlé de nuages informationnels. Et moi j'ai la chance, grâce à Alfredo qui travaille avec lui depuis 40 ans, c'est mon idole. Il y en a, c'est Mbappé, moi j'ai joué au foot, mais c'est Edgar Morin. Et j'ai la chance de pouvoir une fois par mois parler avec lui, il a 101 ans. Quelqu'un de ça calme. Moi, la première fois que je l'ai vu, qu'on s'est rencontrés, etc., j'ai pleuré. Donc, c'est pour dire, je suis émotif peut-être, mais voilà, j'ai lu toutes ses œuvres. C'est quelqu'un qui est la terre patrie, ceux qui connaissent, etc. En fait, il nous a montré la voie depuis 50, 60. Moi, j'étais pas né, nous on n'était pas nés, mais depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, faut agir, quoi. Oui. Voilà, donc c'est. Puis tu en parles avec beaucoup de passion. Tu es quelqu'un de très engagé. On l'a bien compris. Ouais. Alors, mais du coup, finalement, Coralie. Pour conclure cette table ronde, finalement, ce 416, on le voit bien, c'est un lieu d'échange, on a la parole libre, on peut justement confronter ses opinions. C'est ça un peu l'idée de ce lieu, ce 416 rue Saint-Honoré. Oui, mais absolument, et merci Nathalie de nous permettre de conclure comme ça, et je pense que c'est Marie qui prendra la parole, mais c'est exactement ce qu'on voulait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il est important que la parole soit libre, et puis surtout qu'on parle avec des actes. Et on parlait beaucoup, alors je voulais quand même le redire, on parle beaucoup donc de ressources naturelles. Ce qui est vrai, c'est que chez Rovna, le grand parti pris, on sait que 70% des pierres de la Terre sont déjà extraites. Et c'est vrai que là, tout ce travail qui a été fait sur la circularité des pierres est hyper impressionnant. Et ça a demandé vraiment des mois de travail. Et en fait, c'est aussi la joie des startups, c'est qu'en fait, moi je dis souvent qu'on peut tout redétricoter dans l'autre sens. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on démarre, c'est la force des jeunes, mais on n'est pas aussi grand que les grands. Mais au moins, on a cette agilité et on peut tout remettre dans le bon sens. Et donc, c'est là que voilà, on a vraiment créé ces bijoux qui s'adaptent à toutes ces pierres anciennes et on a envie de faire redécouvrir, de redonner cette notion du beau. Qu'est-ce que le beau ? Le beau, c'est aussi ces pierres absolument uniques, ces pierres qui ont vécu, ces pierres qu'on fait redécouvrir, c'est leur histoire. Et Rovna est une maison qui est dans l'histoire, dans raconter les choses, raconter les savoir-faire, raconter les histoires et faire en sorte que le débat existe. Donc merci, parce que grâce à vous, on est au cœur de ce que Rovna veut faire. Merci Coralie de Fontenay, cofondatrice de Luxe Impact. Merci à Nathalie Patras, CEO de ESG Act. Merci beaucoup. Fabrizio Delage, Paganini, François Mottier également, fondateur de Terra, et vous, Olivier Fex, PDG de The Non-Set et aussi secrétaire général de l'OCCE. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde. Et ce que je vous